Bon, Pépette, Oui, on fait quoi là? on se prépare pour le road trip. The road trip. Voilà, et là tu vois, préparation, petite binouse. Regarde ça. Un petit rince cochon, hein, des petites cacahuètes, machin, tout ça, voilà. Voilà le début. J'ai préparé, je vais passer ma journée à préparer l'engin, je vais le nettoyer, j'ai réparé des petites bricoles. Voilà, j'ai tout, voilà. Comme ça nous donnera l'occasion, là, en suivant, on va te parler de mes problèmes, de mes agacements avec ce véhicule. Cette fois-ci, par contre, je vais traiter des problèmes. C'est pas vraiment des problèmes. Je vais traiter de ce qui m'agace dans ce camping-car pour une vie à 100% dans un véhicule comme celui-là. Je vais te dégager, te sortir un petit peu tous les gros défauts ou les défauts même bénins qui m'agacent en fait. Alors, la première chose qui est un peu irritante sur ce véhicule, c'est la garde au sol à l'avant en fait. Ils plongent l'avant. Et du coup, j'ai l'échappement qui touche assez régulièrement, quelquefois sur les dos d'âne. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, tu vois. On a ici très peu de hauteur. Si tu vois en dessous, voilà, donc ça touche régulièrement, parce que tu vois, il est quasiment au sol. Et comme il plonge à l'avant, déjà quand tu t'arrêtes, tu es toujours obligé de caler, hein, quasiment. Hein, parce qu'il plonge, et du coup, on verra ensuite hein, à l'intérieur ce que ça peut occasionner comme problème au niveau des écoulements des eaux. Et le deuxième problème, c'est la garde au sol, ça touche. Il est très confortable, hein, mais il existe par exemple sur les Fiat un châssis avec des jambes de force renforcées qui sont un peu plus hautes de 5 cm et du coup tu gardes une assiette rectiligne. Le problème c'est que au niveau du châssis, ils fabriquent des véhicules mais ils prennent pas les options nécessaires pour qu'il ait une assiette normale. Je trouve que c'est un peu moyen pour un véhicule qui à l'époque coûtait quand même pas mal d'argent. L'autre problème, c'est le marchepied, tu vas voir. Voilà, donc il sort très bien, mais regarde un peu comme il est flexible. Alors, il a toujours été comme ça. Je l'ai renforcé avec une cornière. J'ai renforcé le plancher qui a déjà, à mon avis, été refait hein, avec une cornière. Le problème, c'est qu'il n'est pas fixé sur le châssis, en fait. Il est fixé sur une partie souple, donc forcément. Partie souple, ça peut pas fonctionner. Hein. C'est obligé qu'avec le poids que je fais 92 kg, au moment où je monte dessus, forcément, d'une manière répétée, en plus on a tendance à descendre sans se retenir vraiment. Quand on arrive avec le pied, on vient de haut, donc ça rajoute d'autant plus de poids, parce que on descend pas délicatement, on peut pas descendre délicatement de toute façon. Ce sera quelque chose que je vais devoir refaire. Je trouve vraiment ça très moyen. Très moyen pour un véhicule censé être un véhicule haut de gamme. Ce qui m'agace ici, juste devant, là, on a le couchage du haut. Donc, tu vois là, on a un espace, ça bouge. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé la literie qui se pliait en deux, donc on pouvait lever tout ça, par un simple matelas sur lequel il n'y avait pas, comme je dors souvent tout seul dans ce lit, hein, c'est souvent quand Eva est pas là, je tombe au milieu des deux matelas en fait. Les deux matelas sont en deux pièces, donc on dort très mal, ce qui fait que j'ai remplacé pour ce matelas, mais pas seulement pour ça, parce que les matelas qui arrivaient jusqu'au bord des parois tout le tour, il y avait une condensation qui se formait l'hiver, et du coup le matelas, souvent le matin, était mouillé, et ce qui fait que ça finit par moisir. Donc je trouve ça super mal foutu pour un véhicule haut de gamme. Je pense qu'ils auraient pu faire comme chez Laika et prévoir une bordure pour que le matelas ne colle pas contre la paroi. Un problème qui m'agace pas tous les jours, parce que c'est pas tous les jours, mais tout ce mobilier-là est fixé sur l'armature métallique. C'est même pas une armature métallique, c'est une armature en aluminium. C'est de l'aluminium qui est très fin pour qu'on ait des panneaux très légers, hein, parce que forcément il y a toujours une chasse au poids. C'est fixé vraiment sommairement. Au départ, qu'est-ce que j'ai fait moi?
j'ai chargé du lourd en fait, trop lourd. J'avais mis quelques livres. Et ça finit toujours par bouger, à travailler. Donc régulièrement, il faut que je revisse, que je mette des vis plus grosses, parce que ça s'ovalise sans arrêt. Donc ça, au moment où j'aurais entrepris de remettre ce véhicule à haut niveau, je démonterai ces meubles pour faire des fixations beaucoup plus solides. Parce que là, malheureusement, encore une fois, je trouve que c'est très très léger pour le prix que ça coûte en fait, hein. Alors, mon véhicule a quand même, maintenant, il est de 2008, donc on peut dire qu'il a 15 ans. On peut lui pardonner, hein, on peut lui pardonner que ça bouge un peu. Mais enfin, ça, il faut le savoir avant. Parce que si tu le charges sans savoir, tu finis par retrouver le meuble par terre, hein. Dans ce qui m'a bien énervé ici, et ce qui m'énerve régulièrement, je trouve cette table vraiment très pratique. Par contre, pour la glisser, tu vois, ça accroche tout le temps. Alors j'ai réglé les patins qui permettent de coulisser cette table. J'ai essayé pas mal de choses. On nettoie la glissière régulièrement parce que tu vois, un rat ici donc qui est nettoyé régulièrement, mais les poils se mettent dedans, la poussière, tout et ça glisse jamais parfaitement en fait. Il faut la pousser à la base ici, mais ça reste quand même compliqué. Et quand tu bloques la table, alors dans ce sens-là, ça bloque bien, mais dans ce sens-là, ça bloque pas terrible. C'est pas très pénalisant, mais ça m'agace à chaque fois que je m'en sers en fait. Un petit détail aussi qui a pas vraiment d'importance, on peut pas dire que ça m'agace tous les jours, mais à chaque fois que je regarde, j'y pense, c'est le revêtement qu'il y a ici en fait. Ça, je trouve que c'est un peu dommage, et à terme, je pense que je referai ce revêtement aussi. Pendant qu'on y est, les stores plissés, souvent on dit les stores plissés c'est vachement bien. En effet, c'est vachement bien, ça fait beaucoup plus qualitatif et c'est plus isolant. Le problème, alors heureusement pas sur tous, je dois en avoir 2. Regarde quand tu les plies, voilà, ils se plissent plus en fait. Remplacer la cassette complète, je sais pas, je pense qu'il y en a au moins pour 800 balles. Et remplacer juste ça, j'ai pas encore trouvé. Si toutefois tu as un tuyau, n'hésite pas dans les commentaires. J'ai pas encore trouvé ça à acheter séparément où je pourrais réparer juste le store en fait, hein, sans avoir à tout remplacer. Petit détail qui m'énerve aussi, la porte est déformée. Et du coup, les charnières qui régulièrement ont besoin d'être resserrées, c'est un petit peu enquiquinant et je m'en rends compte quand la lumière s'allume ici parce que ça ferme pas bien. L'arrêt de la lumière qui est là, tu vois, du coup il ferme pas bien. Donc je me rends compte à ce moment-là qu'il faut resserrer la charnière et tu vois, ça baille ici, hein. Elle est légèrement voilée en fait cette porte. Rapidement sur les serrures, hein, tu vois, il y en a la moitié qui sont cassées. Ça, celle-ci, elle est déjà remplacée, donc elles vont tous être remplacées par des boutons poussoirs comme ça, hein, parce que ça, elles ont tous sauté en fait, hein, tu vois. Là, ça a sauté. Celle-ci est encore bonne, mais ça se fend au niveau du... C'est tout du plastique. D'ailleurs, celle-ci, elle est déjà fendue, hein. Donc, elle tient encore. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de les fermer parce que, tu vois, ça s'ouvre pas. Celles-ci ont tenu, il y en a quelques-unes qui ont tenu, il y en a quelques-unes qui ont cassé malheureusement. Je trouve ça un peu dommage aussi sur un véhicule censé être haut de gamme. Alors bon, voilà, hein, et on va encore le répéter, le véhicule a 15 ans, ça fait 5 ans que je vis tous les jours dedans, hein, c'est ma maison, forcément. Il y a un truc qui m'a agacé, puis qui a arrêté de m'agacer, parce que, tu vois, ça, c'est très pratique, ça. C'est super pratique, même, je dirais. Ces tablettes qui viennent ensuite couvrir l'évier. Le problème, c'est que tu poses des choses dessus, ça prend du jeu, ça c'est du creux, hein, c'est du panneau creux, allégé. Et du coup, moi, j'ai mis des vis complètement en travers, tu vois. J'ai mis des vis complètement à travers pour éviter, et du coup, depuis, ça bouge plus. Je fais aussi attention à la manière dont je le charge. On va dire qu'aujourd'hui, ça ne m'énerve plus. Mais ça m'a beaucoup agacé. Là, on passe à du gros agacement. Là, franchement, quelque chose qui m'horripile. Depuis que je l'ai, j'ai toujours l'impression que cet évier-là est bouché, en fait. C'est selon comment je me stationne. Voilà. Si je suis stationné comme ça, il se vide, mais vraiment tout doucement. Ça se remplit et ça finit par se vider doucement avec du temps. Si je suis stationné un peu comme ça, c'est pareil. Celui-ci va beaucoup plus vite. Celui-ci est beaucoup plus long parce qu'en fait, là, il est raccordé, ils sont raccordés ensemble, mais ça descend comme ça. Et du coup, ça se bouche. Alors quelquefois, c'est même pas que ça se bouche, c'est qu'il manque un appel d'air, je sais pas si c'est mal conçu en fait. Et du coup, là, tout est nettoyé, j'ai tout démonté, j'ai mis du débouchant, j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait.
c'est toujours, voilà, depuis que je l'ai. Donc, c'est la conception qui est mauvaise. Et ça, je trouve vraiment ça dommage, parce que tu as deux vasques, et celui-là s'écoule beaucoup mieux que celui-là, alors qu'ils sont réunis ensemble. J'ai incompréhensible, enfin, tout au moins incompréhensible quand même, parce que j'ai fini par me dire, oui, en effet, c'est mal foutu. Mais au départ, j'ai cherché un moment, je pensais vraiment que c'était bouché. Ça a fini de m'agacer depuis un moment, hein, je m'en sers plus du tout. Hein, comme ça, au moins, ça m'agace plus, parce que là, c'est comme si tu faisais pipi dans un violon. Ça sert absolument à rien, ça. Hein. La haute aspirante, ça fait style, je suis dans une maison, ça sert à que dalle. Alors on me dit, il faut créer une dépression. En fait, il faut que tout soit fermé. Franchement, même en créant une dépression, même en la laissant allumer un bon moment avant de commencer à cuire, ça passe à côté, ça. Tout est nettoyé, les filtres et tout, mais ça ne sert absolument à rien. Le frigo Trimix, hormis le fait que j'ai eu 2-3 petits problèmes parce qu'il faisait plus de froid que j'ai résolu, hein, tu verras dans une vidéo, elle est ici d'ailleurs, la méthode révolutionnaire pour pouvoir régler les problèmes de ce frigo. Aujourd'hui, je suis en cours de gamberge pour pouvoir changer ce frigo par un frigo à compression, pas forcément de la même taille, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment mal foutu. Ça fait 147 litres, mais tu rentres pas 147 litres de marchandises là-dedans. Hein. Tu vois, voilà, ça se casse la gueule, c'est pas pratique. Tu vas me dire, bah oui, il a l'air bien plein, mais il est pas si plein que ça, en fait. Il y a rien dedans. Hein. Il y a rien dedans du tout. Hein. Tu vois, il y a vraiment pas grand-chose. Et le problème, il est pas profond. Hein. Donc, tu mets pas 145 litres là-dedans. Donc, l'idée, ce serait de mettre un frigo à tiroir pour pouvoir charger par le dessus moins de contenance et un micro-ondes au-dessus, tu vois. Pouvoir diviser la partie, là. Je me sers pas de toute façon du volume complet de ce frigo, hein, sauf quelques rares exceptions. Je préfère avoir un frigo d'appoint dans le coffre et avoir quelque chose d'ici de beaucoup plus petit. Le congèle, le congèle, on a mis des glaces, mais il n'y a jamais rien dedans. C'est pas ça le problème. Ça, c'est pas un problème, c'est de toute façon, tous les frigos sont pareils. C'est que là, le frigo, la largeur qu'il a, je peux plus le sortir, en fait. Il sort pas. Hein, ça veut dire que si je le démonte, je sais pas par où le sortir. Ici, il sortira pas. Ça veut dire que je vais être obligé de démonter un siège pour pouvoir le sortir par la porte, allongé. Tu vois un peu le truc? En fait, le problème, ils fabriquent le véhicule, ils rentrent d'abord les choses et ensuite ils mettent les cloisons, ils mettent les murs extérieurs. Ce qui fait que tu peux plus démonter les choses. Hein. La cuisinière, ce serait un peu limite aussi, parce qu'elle est un peu large. Elle passera pas par la porte non plus. Elle passera pas par derrière, parce qu'il y a pas de porte de soute assez grande. On est obligé de démantibuler le véhicule. Donc là, si je veux sortir cet ensemble-là, je vais être obligé de supprimer le siège avant, de le démonter pour pouvoir le sortir par la porte. Et ça va pas être une mince affaire, hein, je vous le dis. Hein. On le verra puisque je vais le faire, je le ferai dans un avenir proche. Tu vas me dire, Pascal, tu chipotes un peu. Hein. Écoute, je sais pas si tu entends. T'entends? Voilà. Ça grince tout le temps, en fait. Et ce morceau de plancher, ça, c'est le morceau de plancher qui est au-dessus des essieux. Ça grince tout le temps. Alors, ça grince pas quand tu roules. Je l'entends pas, tout au moins, je suis devant. Mais quand tu marches dessus, ça grince. Tout le temps. Ça m'agace. En fait, j'ai l'impression d'être dans une boîte en carton, en fait. Ça m'énerve. Ça, vraiment, ça m'énerve. Et là, à moins de renforcer vraiment le châssis, mais le châssis, en fait, il se tord. Et c'est vrai que du coup, c'est un châssis qui est fait pour être confortable, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas beaucoup de débattement de suspension. Tu te rends compte que si tu roules sur une route un peu défoncée, que tu prends un passage à niveau, etc., c'est blablabla, ça tape hein, quand même. On va pas se plaindre, hein. C'est un véhicule, c'est une maison qui roule. On peut pas non plus avoir le confort d'une Mercedes ou d'une Volvo. Hein. Mais quand même, ça, le fait que ça grince, ça m'énerve, vraiment. Sur la douche, j'ai rien de spécial à dire. Ce que je peux te dire, c'est que si tu achètes un véhicule de cette conception, hein, Pilote, Bavaria, Frankia, de ces années-là, le bac à douche sera systématiquement à refaire. En fait, il y a toute une partie du bac à douche qui est en porte-à-faux. C'est 3 fois, moi je l'ai fait, hein, 3 fois. En fait, la première fois, c'était des petites fissures de rien. Donc là, je l'ai réglé au waterstop, ça a duré presque 2 ans, hein, une bonne année et demie. Ensuite, j'ai décidé d'enlever le waterstop et de faire une fibre
avec de la résine. On m'a prévenu dans les commentaires au moment où on m'a vu faire que j'avais pas mis assez d'épaisseur de fibre. En effet. Ça c'est au bout d'un moment, au bout d'un quelques mois, je dirais, ça a commencé à le fond a commencé à dégager en dessous de la fibre en fait. Hein. Donc j'ai dû enlever, j'ai dû refaire, j'ai remis une grosse couche énorme de fibres et de résine du coup, hein, enfin énorme, pas vraiment énorme, mais une couche beaucoup plus confortable. Et là, comme c'est alvéolé, tu sais, à l'endroit où on pose les pieds, et ben à ces endroits-là, il y avait des petits décollements. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout recommencé encore une fois, j'ai laissé la fibre, j'ai creusé aux endroits où ça s'était un peu décollé, et j'ai carrément coulé. Alors la finition, bon, c'est un peu bizarre parce que le côté est bleu. Ça, si c'était tout comme ça, ce serait joli, mais ça, c'est de la résine époxy. Et alors là, je peux te dire, il y en a une sacrée couche, hein, puisque là, j'ai carrément nivelé. Au niveau de l'évacuation, bah ça s'évacue pas beaucoup plus mal, c'est un peu pareil. Par contre, au niveau de la solidité, là, il n'y a pas photo. Hein. Là, on a vraiment quelque chose de très, très solide, de beaucoup plus confortable, parce que tu vois, on décèle encore ce qu'il y avait en dessous, hein, les petites bulles pour antidérapantes qui étaient pas très agréables. Et là, c'est beaucoup plus facile d'entretien, parce que c'est complètement lisse, on dirait un miroir. Hein, j'aurais pu même incruster des coquillages dedans, parce que là, tu vois, il y a une sacrée épaisseur quand même. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas filmé ça parce que je savais pas vraiment comment ça allait se passer. C'était l'opération de dernière chance. Ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il va falloir que je refasse la finition pour que ce soit cohérent. Je vais également mettre des panneaux au mur plus sympas que les panneaux qu'il y a actuellement et d'enlever ces baguettes un peu minables là qu'on a, des moulurés qu'on a dans les angles qui pour moi sont du plus mauvais effet. Donc ce sera quelque chose de beaucoup plus moderne et propre. La liste est très longue, hein. Attention, hein, la liste est très longue, alors je vais pas tout te dire les petits détails, parce qu'on n'en aurait pas assez d'une vidéo, mais là par exemple, ici, ça c'est censé s'allonger pour pouvoir faire un grand lit. Hein, donc tu es obligé de changer le matelas par contre. Hein. Il y a un deuxième matelas qui est fourni, qui est plus grand, il faut le prévoir avant, hein. Tu vas pas le prévoir au moment où tu es sur la route. Passons. Ici, tu as la fixation de l'échelle, tu vois. L'échelle, elle vient, il y a des encoches là, ça vient ici. Bon. Ça, regarde un peu, c'est fixé avec des angles comme ça et des vis. Régulièrement, parce que là, tu montes quand même de tout ton poids hein, là-dessus. Hein, tu vois, c'est juste tenu par ça, une glissière, et puis ça, bah, tu vois, regarde ce que ça fait. Alors imagine quand les vis se desserrent. Là, on est dans du bois de merde, on va dire ce qui est, hein, du bois léger, hein, du balsa amélioré. Du coup, bah, ça finit par prendre du jeu, tu finis par changer les vis finissent par être... ça finit par s'ovaliser le trou. T'en finis pas. Hein, tous les 6 mois, 8 mois, selon l'utilisation du lit, eh bien tu finis par resserrer, changer les vis, refaire. Bon, il faudra faire quelque chose de définitif, c'est de mettre des grosses équerres et que ce soit, voilà, que ça tienne le coup. Mais je trouve que ça, c'est un peu moyen quand même, quoi. On y monte avec notre poids. Je trouve ça vraiment, vraiment léger. Très, très léger. Bon, ça m'agace aussi, tu vois. Ça m'agace vraiment, ça. Alors, on va le refaire, le revêtement, mais, tu vois, c'est encore autocollant, mais, voilà, ça tient pas le coup, ça, ouais, je trouve ça vraiment du papier décor qui se décolle, quoi. Voilà. Bon, tu vas me dire, il a 15 ans, c'est un peu normal, mais non. Moi, je trouve que c'est pas normal. Je pense que si ça avait été bien fait, s'ils avaient mis les matériaux corrects, eh ben ça ferait pas ça en fait. Le dernier problème, hein, et après j'arrête là. Après c'est des petits problèmes qu'on rencontre, hein, les lanterneaux qui ont fui à un moment donné, petits soucis, mais ça c'est des soucis normaux, c'est pas des soucis agaçants, c'est de l'entretien. Bon, là tu vois, j'ai une cloison en fait, hein, c'est une séparation. Je ferme comme ça, tu vois, et là du coup, bah, ça me fait la salle de bain. Je peux passer au milieu. Vachement pratique ça, c'est génial. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a ça, heureusement. Parce que sinon, je vais te dire honnêtement, là sur les toilettes, là, ici, là sur les toilettes, j'ai complètement, excuse-moi, il y a Eva qui est en train de se préparer. Là, j'ai les genoux dans la cloison.
En fait, complètement. Hein. Je peux même pas. D'ailleurs, j'arrive même pas parce que sinon je suis contre la cuvette, contre le dossier, c'est infernal. Donc tu peux tourner, tu vois, ça s'articule. Hein, tu peux tourner. Alors tu peux tourner, mais tu vois, la cloison, elle est là, la cloison. Donc quand tu tournes, moi j'ai mes jambes ici qui sont près de l'évier, près du lavabo. J'ai les jambes près du lavabo, mais les jambes elles sont serrées, tu vois. Comment tu veux faire tes affaires comme ça, hein? Tu te serres tout entre les cuisses, tu peux rien faire en fait. Alors, si tu ne rabats pas la cloison, pour moi, c'est impossible. Pour Eva, il n'y a pas de problème. Pour les enfants, Tony, non. Il est obligé de rabattre la cloison, mais Alice, elle y arrive. Moi, je suis désolé, j'y arrive pas. Et ça, je trouve que, alors heureusement, hein, je pense que on peut pas non plus. Je suis très content d'avoir cette cloison qui s'articule comme ça. Mais s'il y avait pas la cloison articulée, ou si j'avais pas envie d'articuler la cloison parce que je suis sur la route, ben c'est pas pratique, quoi. Je rentre, je suis comme ça, on est vraiment pas bien. Ça, je trouve que c'est encore une fois pas super bien réfléchi. Voilà, tout ce qui m'agace. Il y a certainement d'autres trucs, hein, mais c'est des trucs qui sont pas flagrants et du coup, ça a une importance qui est moins, qui passe au second plan. Il est plein de qualités. Hein. Il est plein de qualités, mais il est aussi, il y a aussi des défauts et c'est des défauts dont tu vas te rendre compte à l'utilisation. Tu t'en rends compte un peu tous les jours et comme moi j'y suis tous les jours, ben oui, la table à déplacer là, qui glisse pas bien, vraiment ça me saoule. Et c'est tous des petits trucs comme ça. Je le dis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il faudrait quasiment, pratiquement prendre le véhicule et le démonter complètement et refaire tout ça comme il faut en fait, pour que ce soit à la mesure de ce qu'on peut attendre d'un véhicule qu'on paye quand même relativement cher. Alors bon, moi le mien il est vieux, mais je parle surtout pour les gens qui achètent aujourd'hui du neuf. Quand on voit le prix du neuf et le manque de réflexion qu'il peut y avoir à la conception, c'est clair qu'on le fait pas. On le fait pas pour que tu sois satisfait. C'est ça, c'est sûr. On fait un véhicule, tu pars en vacances. À la limite, tu peux, il y a des choses qui peuvent se supporter pour les vacances, mais je parle surtout des full-timers, des gens qui passent leur retraite dans les véhicules et tout. Ben, il y a tout plein de choses qui vont vraiment les gonfler, en fait. Voilà. Qui vont vraiment les gonfler tous les jours. Je pense que je suis pas le plus mal loti, au contraire. On est plutôt dans des griefs modérés, parce qu'à côté de ça, il y a plein de choses qui sont super bien réfléchies. Mais ce qu'il faut bien réfléchir, c'est que chaque différence, par exemple, tu vas avoir un Cartago qui est moins large, en fait, hein, qui est moins large, les Cartago, alors pas pour les gammes lourdes, mais les gammes qui sont un peu plus, les VL et les juste un peu au-dessus du VL, là, hein, les petits tonnages, la cellule, elle est moins large. Et la cellule moins large, en rentrant, quand tu l'achètes, le véhicule, tu as la même sensation d'espace. Sauf que quand tu t'assois sur la banquette, ben, t'as pas des assises comme ça, tu vois. Et du coup, ben là, ça va être un problème que toi, tu aurais pu mettre dans cette liste, par exemple. Tu dirais, mais on est super mal assis sur ces merdes de sièges, tu vois. Et pour un véhicule que j'ai payé une blinde, je trouve quand même que c'est un peu moyen. Bah ouais, malheureusement. Et le problème est là. Tout le problème est là, c'est que, en fait, au moment où ils conçoivent un véhicule, il faudrait que y ait des gens qui testent et qui testent le véhicule pendant quelques mois, en fait. Et apporter ensuite les modifications pour que le véhicule soit agréable à vivre tous les jours. Alors, pendant qu'on râle, moi aussi, je vais râler ce qui m'agace dans le camping-car, Pascal. Déjà, la douchette. Elle est trop grosse, trop lourde. Et puis, à chaque fois, bah, Pascal, il met pas des calcons, des calcaires. Il y a toujours un jet qui part à gauche, à droite. Et puis, c'est pas pratique. Tu veux te laver le visage, ça te gicle sur les cheveux. Voilà. Ça me plaît pas. Et ce qui est très mal pensé, je trouve, dans le camping-car, c'est les chauffages juste au-dessus des toilettes. Je sais pas comment ils ont pensé ça. Ça veut dire que ça, en hiver, ça chauffe la cassette et puis automatiquement les odeurs remontent plus. Ça aussi, je trouve que c'est mal pensé. Une autre chose qui est pas terrible, mais ça c'est dans tous les camping-cars, c'est le bac à eau propre en plastique qui rend l'eau pas potable. Ça, je trouve que c'est pas terrible. Mais après, en quoi on pourrait faire en inox, c'est un peu trop lourd. Il faudra trouver un autre moyen de faire qu'on puisse boire l'eau qu'on stocke dans ce bac. Bon,
Deuxième, la famille. deuxième service. Deuxième essai. Deuxième essai, on avait le micro qui est là-dessus. Vous connaissez Vous connaissez Rimbaud? Les petits chiens. Oui, les petits toutous. Il fait bisous à son papa. Alors, de quoi on va parler, Eva, s'il te plaît? Au lieu de t'amuser là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet Qui fâche. On va parler de la réussite des autres Par rapport à nous-mêmes. par rapport à nous, qui peut nous paraître injuste parce que l'autre a réussi. Et comment on est venu sur ce sujet? En fait, j'ai commandé un truc chez Amazon le soir et j'ai reçu déjà un jour après, c'était déjà là, donné dans la main, alors pas de vol dans la boîte aux lettres, pas de problème, quoi que ce soit, dans la main, avec sourire. Et c'est presque magique. Je dis à Pascal, franchement, le gars qui a inventé Amazon, parce qu'il y a quelques jours, Pascal me dit, ah, t'as vu le bateau, il s'est acheté un bateau, je sais pourquoi, il mérite d'être riche. Bezos. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Jeff Bezos. Mais avoir organisé un tel concept, créer ce qu'il a créé, franchement, il mérite. Et dès là, on se dit, parce que souvent on voit Amazon m'a tué, les commerçants qui mettent Amazon m'a tué. Non, c'est pas Amazon qui t'a tué, c'est ton incompétence et ton manque d'idées et d'évolution. Tu t'es laissé mourir tout seul. Et toucher l'excellence. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. On était dans un restaurant et je donne une idée au patron, parce que moi je ne mange pas de viande, que de faire un fondu, au lieu de faire que fondu bourguignon, de faire un fondu au poisson, que ce serait super. Je croyais qu'il va me assassiner avec les yeux. Crise cardiaque, il a failli faire, le gars. Ah non, on fait comme ça depuis des années. C'est comme ça depuis des années. Voilà. Le jour où il va s'installer un restaurant à côté de lui qui va peut-être avoir ces idées-là, ben peut-être que lui, il aura moins de monde, ou peut-être qu'il n'y aura plus de monde du tout. Et voilà. Quelquefois, on veut aller manger lundi, tous les restaurants fermés, tous les coiffeurs fermés. Pourquoi ne pas se relayer? Pourquoi ne pas... Et c'est ça qui tue. C'est en fait manque d'envie, manque d'idées, d'invention. Et après, on accuse les autres. C'est un tel, c'est un tel. Il suffit, en fait, pour quelqu'un de créer une activité et de s'asseoir sur son activité et d'attendre, tu vois, et de ne pas se réinventer. Et après, il y en a un qui est très malin, qui vient s'installer à côté, il va faire un truc révolutionnaire, et l'autre, il va le regarder. Et il va regarder ses clients partir et aller chez lui, et il va dire, putain, l'enfoiré, il est en train de me prendre mon business, tu vois. Non, il ne te prend pas ton business. Il est là pour te rendre meilleur, peut-être, et peut-être te donner l'envie de te surpasser. Et le problème, il est là. L'impulsion d'améliorer les choses. Et ça, ce problème, on voit à tous les niveaux. On a pensé aussi à l'intelligence artificielle, parce que la dernière fois, on disait que l'intelligence artificielle va peut-être prendre le pouvoir sur l'humanité, qui va nous dépasser. Bon, on ne peut pas concurrencer avec une machine dans certains domaines. Mais comme Pascal donnait l'exemple, à la poste ou les caissières qui sont contentes parce qu'il y a des machines, parce qu'elles sont obligées... T'envoies chier quand tu veux. Elles ont un travail, petit à petit. Voilà. Au lieu de se créer les idées, d'avoir des idées pour se rendre indispensables, les gens ils sont contents que les machines les remplacent. Ils creusent leur trou en fait. Ils sont en train de creuser leur trou. En fait, les gens qui sont à la poste, qui refusent de t'aider quand tu as besoin, ils te disent t'as qu'à aller à la machine. Bah, c'est comme s'ils prenaient une pelle et ils sont en train de creuser leur tombe. Parce qu'en fait, c'est les machines qui sont en train de les remplacer. Et plutôt que d'essayer d'apporter une contribution, même si les machines sont là, ben non. Ah non, moi c'est fini, je ne le fais plus maintenant. Trop content qu'il y ait la machine. Voilà. Mais tu es en train de te foutre dans ton trou tout seul. Tu vois? C'est l'exemple type. Souvent, quand on réussit, il y en a qui s'achètent une maison, une belle voiture, ou disent oh, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dû faire ça, lui, il ne va pas travailler dur. Mais soi-même, on n'a pas envie de se mettre à son compte, de ne pas avoir des vacances payées, de ne pas avoir arrêt de maladie, d'être tout bosser peut-être du matin au soir. Ça, on n'a pas envie. On a envie d'être tranquille, peinard. Mais ça nous énerve que l'autre, il réussit, parce qu'on a l'impression que ça vient facilement. Rien n'est obtenu par hasard. Rien n'est obtenu par hasard. La chance, c'est très rare. Ça peut arriver, quelquefois, on peut avoir la chance dans un domaine, mais en général, quand tu fais quelque chose qui réussit, c'est que derrière, tu as ramé sec. Hein.
Et on le voit, même sur YouTube, il y a des gens qui ont une réussite extraordinaire, mais le boulot, en fait, je pense notamment à Villebrequin, ils énonçaient un petit peu tout ce qu'ils ont fait pour arriver où ils sont. Maintenant, tu peux les envier, mais le travail était colossal, en fait. Et aujourd'hui, c'est leur vie. Ils ne respirent que par ça. Est-ce que toi, tu es prêt à faire la même chose? Un exemple qui nous touche peut-être plus aussi, peut-être nous les femmes, on dira, regarde cette bip, quel corps elle a, comment elle masse. Ouais, moi j'aime bouffer les gâteaux. Moi j'étais en Pologne, j'ai pris 4 kilos, bon j'ai maigri déjà 2. Mais je ne voulais pas les filles qui sont plus minces parce que moi je bouffe les gâteaux. T'as mangé des gâteaux, t'assumes. Voilà. C'est tout. Tu cours dans la voiture maintenant, si tu veux. Ouais. On évoquait aussi le taxi parisien. Rappelle-toi des années en arrière quand tu avais un taxi à prendre à Paris. Déjà, il fallait le trouver. Tu lèves ton doigt, le taxi te passe à côté, ça n'intéresse pas. Et puis au moment où tu l'as, il est désagréable, tu as la surprise du prix à la fin. Tu te dis, waouh, tout ça. Il est arrivé Uber. Qu'est-ce qu'il a fait Uber? Uber, il a dit, il a mesuré les problèmes du taxi. Et aujourd'hui, quand tu te fais prendre par un Uber qui vient te chercher, déjà tu connais la course, il vient te chercher à l'endroit où tu es. Tu n'as pas besoin d'essayer de choper un taxi sans jamais y arriver. Et tout se passe nickel, quoi, en fait. Et tu sais combien ça t'a coûté, tu sais combien ça te coûte avant. Les taxis, d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont été un peu obligés de se réinventer parce qu'à un moment, ça fait une grosse concurrence. Je sais ce que tu vas dire, ouais, mais ces gens sont sous-payés, tu peux pas parler de ça parce que ces gens sont... Non, ces gens, s'ils sont allés chercher ce travail, ils ont signé un contrat pour ce prix-là, s'ils ont choisi ce travail-là, c'est qu'ils n'ont pas... Peut-être qu'ils ne sont pas capables de faire dans ce moment-là autre chose, du coup, ils sont contents. C'est comme ceux qui livrent les journaux ou les pubs dans les boîtes aux lettres. C'est comme ceux qui livrent pizza. À ce moment-là, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont contents. C'est eux qui acceptent ce prix. C'est pas, on lève pas, c'est pas l'esclave. On est tous des esclaves. Mais ça, personne ne les force. Au début, tu prenais un Uber, tu avais le journal dans le Uber et tout. Tu avais le journal du jour, tu avais tout un tas de choses pour te rendre la vie plus agréable dans le véhicule. Je connais même moi un chauffeur de taxi qui a vendu sa licence pour faire Uber, tu vois. Alors bon, c'est vrai que c'est peut-être, je sais pas si c'était moins payé, mieux payé. La licence, elle coûtait tellement cher, il s'y retrouvait mieux chez Uber, tu vois. En fait, la réussite des autres qui nous énerve. Mais qu'est-ce que c'est la réussite? Pour un, ça va être une baraque, bagnole, bateau, avion. Ça. Pour un autre, ça va être un van et être libre et voyager. Ce qui est important, c'est d'être heureux et d'être satisfait de ce qu'on a. Et ne pas envier les autres. Un homme intelligent, je me souviens pas qui, a dit un jour que approchez-vous, si vous voulez avoir des vrais amis, approchez-vous des gens qui ont approché leurs rêves. C'est là, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ça, concurrence. C'est beau hein, ce qu'elle a dit, attention. C'est pas moi qui ai dit. C'est toi, tu viens de le dire. Je t'ai entendu, c'est toi qui viens de le dire. C'est ce que j'ai lu. C'est toi qui viens de le dire. En fait, la moralité de tout ça, c'est qu'on fasse tous des efforts, atteindre l'excellence, au lieu de se comparer et envier Pierre-Paul ou Jacques pour ce qu'il a ou pour ce qu'il n'a pas. De se centrer sur nous et faire meilleur de nous-mêmes. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Tu vois, elle est énervée aujourd'hui. N'importe quoi. Hein? N'importe quoi. On est sur la Côte d'Azur, on est arrivé chez mes parents tout à l'heure, on est samedi, je te dis pas, toi tu vas voir la vidéo demain, là aujourd'hui, j'ai bossé tout ce soir et tout demain matin, c'est ce que j'ai pas encore fait là à l'heure où je te parle, mais bon. On va faire notre petit périple ici, on va changer 2 fois d'endroit je pense, et comme ça tu verras un peu où on est stationné, tu pourras te moquer, si toutefois il y a à se moquer. Puisque bon, la dernière fois j'ai fait une petite réflexion par un t-shirt en disant que le camping-car, il y en a qui s'insurgent du prix d'une batterie ou d'une connerie comme ça. Fais déjà faire une installation chez un devis d'une installation chez un professionnel du camping-car, tu vas voir un peu, tu vas ressortir les jambes, les pieds en dedans, hein. Et puis quand on achète un truc à 100 000 balles, 90 000 balles, hein, et qu'on ne peut pas étaler ses panneaux solaires, ou on peut pas, parce que on est serré comme des sardines, et il faut se faire une réflexion sur le bien fondé du camping-car dans ce cas-là, hein, franchement. Voilà, enfin, c'était une parenthèse.
À tout bientôt. À tout bientôt. Et bah, la semaine prochaine, hein, et jeudi sur la chaîne Tundra Point. Ciao, ciao. You make me lose my mind like